Bon, écoutez, je pense qu'on va commencer avec les intervenants qui sont présents. C'est vrai qu'on a déjà 1 heure de retard, donc vous avez attendu, vous avez été assez patient. D'ailleurs, merci pour votre patience. Alors, je pense que les personnes qui sont réunies ici ce matin, vous êtes là parce que vous êtes convaincus que les diasporas ont également un rôle à jouer dans la croissance du continent africain. Et c'est vrai que par le passé, les diasporas africaines ont vraiment longtemps cherché leur place un peu à cheval entre deux cultures, entre deux continents. Et ces 10 dernières années, voire plus, on assiste vraiment à un véritable retour aux sources de ces diasporas africaines qui ont envie de s'impliquer dans le développement des économies africaines et notamment par le biais de l'entrepreneuriat. On a une entrepreneure avec nous ce matin, Katia Kouseke. Vous êtes la cofondatrice de Fresh Africa. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre activité ? C'est bien ça, je suis cofondatrice avec Noëlla qui est là de Fresh Africa. Donc Fresh Africa, ce qu'on fait, c'est qu'on construit une supply chain qui est totalement transparente et vertueuse. Donc cette supply chain est digitalisée donc de la graine à l'assiette et on va s'appuyer sur les petits producteurs en Afrique subsaharienne comme alliés et la blockchain comme tiers de confiance ici. Donc concrètement, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des outils à chaque étape de cette chaîne en ayant comme objectif d'apporter donc de la valeur à chaque intervenant. Et pour nous, de notre côté, on récupère de la donnée qu'on va pouvoir redonner à droite et à gauche et surtout installer une transparence et une traçabilité grâce à ces données. Merci Katia. On va voir aussi que l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours une aventure individuelle avec vous, Denis Lemaou. Vous êtes le directeur du développement municipal pour les zones Afrique et Moyen-Orient pour Veolia et vous allez nous expliquer en gros comment est-ce que Veolia s'associe parfois avec des entrepreneurs pour développer des projets porteurs. Oui, merci Bridget. Tout d'abord, un bref mot sur Veolia que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc, nous sommes présents sur 3 domaines d'activité, le cycle de l'eau, la gestion des déchets et la gestion de l'énergie. Nous nous positionnons comme le champion mondial de la transformation écologique. À travers ces 3 activités qui sont assez complémentaires, Veolia contribue à développer l'accès aux ressources, à préserver ces mêmes ressources, notamment l'eau, et à les renouveler. Aujourd'hui, nous faisons un chiffre d'affaires d'environ presque 39 milliards à l'échelle mondiale, avec 220 000 collaborateurs. Et sur la zone Afrique-Moyen-Orient, c'est à peu près 6% de ce chiffre d'affaires. Mais par contre, avec une dynamique plus forte que sur un marché mature comme l'Europe, par exemple. Donc, pour revenir plus directement sur la question du jour. Alors, là, on fait juste un tour pour que chacun se présente et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Nous sommes aussi avec Monsieur Christian Pinault, représentant en France du GITEX. C'est l'un des plus grands salons mondiaux de la tech. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre activité et comment est-ce qu'elle s'associe aux entrepreneurs africains ? Oui, absolument. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci à ceux qui sont aussi encore dans la salle. Bravo pour votre contenance et le fait que vous n'ayez pas encore envie d'aller déjeuner. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin éventuellement de cet entretien. Écoutez, moi je suis effectivement Christian Pinault, je suis le président de la société International Boost. International Boost aide les entreprises innovantes, start-up ou PME innovantes ou autres, à conquérir de nouveaux marchés aux États-Unis, en Asie, en Chine en particulier, au Moyen-Orient et en Afrique. Alors pour ce qui concerne le GITEX, en fait, il faut savoir que International Boost fait la promotion des 2 plus grands salons internationaux de l'innovation, que sont le CES de Las Vegas, que vous connaissez certainement, puisque c'est nous qui en avons fait la promotion en France dès 2012-2013 et qui est devenu un incontournable, on va dire, un must pour les entreprises françaises aujourd'hui ou les entreprises internationales qui veulent faire du business aux États-Unis et ailleurs. Et dès 2020, on s'est intéressé effectivement au GITEX de Dubaï, qui était le seul salon, il faut le savoir à l'époque, 2020, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est un souvenir un peu douloureux pour un grand nombre d'entre nous, avec le Covid et le confinement, et c'est le seul salon au monde qui est resté ouvert en présentiel pendant le confinement. Donc c'est assez extraordinaire, ils ont réussi ce tour de force. Il faut savoir que le GITEX aujourd'hui, c'est un salon qui a presque 30 ans d'âge, alors qu'on connaît très peu ce salon en France ou en Afrique. Et alors, voilà. Monsieur, oui, on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques minutes. On va terminer vraiment le tour de table. On vient d'accueillir Madame Evelyne Bakop, promotrice de MBCode. Oui, c'est ça. Bonjour. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre activité ? Vous voulez vraiment démocratiser la formation et le codage en informatique. C'est tout à fait ça. Alors bonjour à tous. Moi je suis Evelyne Bakop, je suis la fondatrice de MBCode. MBCode est une entreprise de formation
qui œuvrent dans la formation professionnelle, la formation qualifiante dans les métiers du numérique. Et la particularité d'MBCode, c'est que nous, on propose des projets, des formations qui sont des formations courtes, au bout desquelles les personnes ressortent avec une qualification dans le métier. C'est-à-dire qu'au bout de 7 mois, les personnes qui viennent chez nous avec un niveau 0 en informatique montent en compétences et sont capables après de travailler soit comme indépendants, c'est-à-dire créer leur propre emploi, ou comme salariés. Voilà, à ce jour, nous avons formé 200 personnes et les formations chez nous sont gratuites. Et s'adressent à tout le monde. Merci pour cette courte introduction, Evelyne. Alors, on va entrer dans le vif du sujet avec les intervenants qui sont présents avec nous ce matin. Je vais commencer avec vous, Katia Kouseke. Vous nous avez parlé de votre activité avec Fresh Africa et vous nous avez parlé de blockchain, de supply chain pour fiabiliser un peu la traçabilité des produits. Comment s'est imposée cette idée à vous déjà et comment est-ce qu'on déploie cette technologie en fait sur le continent africain, parce que je crois savoir que vous êtes en plus déployé sur plusieurs pays africains. Totalement. Alors, comment est-ce que ça s'est imposé? C'est assez simple. Aujourd'hui, on est dans une ère où les gens veulent savoir ce qu'ils mangent. Ils ne veulent plus être nourris comme avant, comme des poules. On leur donnait des graines sans demander d'où ça vient. Donc, on demande de plus en plus d'informations. Et nous, en plus, on travaille avec un petit producteur qui se trouve dans une zone enclavée, qui n'est même pas répertorié sur la carte de son propre pays. Donc, quand on ramène des produits de ce genre d'endroit, il faut savoir que déjà ici, il y a des normes auxquelles on doit répondre. Et il faut aussi pouvoir montrer aux clients finaux qui sont ici que le petit producteur qui peut-être travaille de manière artisanale fournit un très bon produit de qualité et que ce produit, on sait comment est-ce qu'il a été fait et qu'il n'a pas été récupéré n'importe comment et que le producteur n'a pas travaillé n'importe comment. Et le but, c'était vraiment de venir et de redonner cette information. Donc, et la blockchain intervient dans le fait que on ne veut pas que ce soit comme... même les technologies aujourd'hui existent, on ne veut pas que ce soit comme à l'ancienne, on n'est pas des Max Havelaar ou Fairtrade, on ne vient pas juste avec la parole. Donc nous, ce qu'on a voulu rajouter, c'est une garantie. Donc une fois que c'est stocké sur la blockchain, nous, on ne peut pas venir récupérer les infos, les modifier, et donc elle est totalement garantie à 100%, on va dire. Et donc c'était pour nous... C'était super important de se dire qu'on va ramener un producteur sur un nouveau marché, un marché plus grand, un marché international, mais on va aussi l'emmener avec les outils qui existent dans l'air du temps. Et comme ça, il pourra évoluer. Si demain, c'est plus de la blockchain, c'est autre chose, ça change, on pourra évoluer avec ce petit producteur. D'accord. Alors là, vous êtes entré vraiment dans la partie très technique de votre activité. Moi, je voulais que vous nous racontiez un petit peu comment est-ce que vous est venue cette idée, parce que je crois savoir que c'est parti d'une envie de manger un plat de chez vous et du questionnement qui s'en est suivi, en sachant comment est-ce qu'il était arrivé finalement jusqu'ici. En fait, les gens qui aujourd'hui, s'il y en a qui sont ici, qui veulent consommer des produits tropicaux, donc soit vous allez aller au supermarché, ils ne sont pas forcément top, soit vous allez aller à Château-Rouge et là, vous allez arriver dans des endroits où on va vous donner des produits, vous ne savez pas comment est-ce qu'ils sont faits, vous ne connaissez pas la qualité. Donc notre problème, il est parti tout simplement de là, c'est que en plus d'avoir un master en droit des affaires, je suis cuisinière et j'ai un CAP cuisine. Et donc quand je voulais utiliser les produits tropicaux, les mettre dans mon plat, je perdais totalement la traçabilité. Donc ce qui n'était pas le cas avec le boucher de Boulogne chez qui j'achète ma viande. Donc je me suis dit, en fait, pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir ces informations? Donc on a commencé à chercher avec mon associé, à essayer de savoir pourquoi, essayer de contacter des gens sur des espaces qui sont spécialisés en agro, et on tombait que sur des courtiers mais jamais le producteur directement. Et en fait, on s'est dit, le problème vient sûrement de là. Il y a trop d'intermédiaires. Nous, les petits producteurs, on est des enfants du pays, on a grandi là-bas, on allait au village en été. On sait que c'est difficile d'y aller, mais on va pouvoir le faire. On va commencer par là, aller voir directement le petit producteur et aller travailler avec lui directement de la main à la main. Et donc là, on a rajouté la techno pour venir rassurer tout ça. Voilà. Merci pour cette intervention, Katia. Vous avez parlé justement d'ajouter la partie des nouvelles technologies finalement dans votre process. Et vous, Evelyne Bacob, c'est vraiment votre, je ne sais pas si je dois dire cœur de métier, en tout cas c'est vraiment ce qui vous anime. Vous pensez vraiment que le digital peut impacter positivement les économies africaines. Pareil, je vais vous demander de quel constat est né MBCode. Comment est-ce que vous vous êtes lancé? Je pense que vous êtes déployé au Cameroun. On imagine que ça ne s'est pas fait en un jour. Alors, moi, l'idée de mettre sur pied MBCode vient d'un vécu.
d'une histoire personnelle. Il faut savoir que je suis arrivée en Belgique, parce que moi je vis en Belgique. Je suis arrivée en Belgique, j'avais terminé mes études universitaires au Cameroun. Je me suis rendu compte après mes études que je ne pouvais pas travailler parce que je n'avais pas de métier en fait. J'étais licenciée en droit, mais ça ne servait pas à grand-chose. Et une fois rendue en Belgique, j'avais 25 ans, j'ai repris des études universitaires, mais là, dans des formations qui me permettaient de pouvoir avoir un métier de manière générale, un métier général, mais qui pouvait me permettre de travailler. Et là, j'ai fait un master en gestion des ressources humaines qui m'a amené à travailler en tant que chargée de recrutement et formatrice. Alors, la problématique à laquelle j'ai voulu répondre en mettant MBCode sur pied au Cameroun, c'est la problématique du sous-emploi des jeunes au Cameroun. Il faut savoir que la population camerounaise, à 70%, est constituée de jeunes. Et ces jeunes ont, pour la plupart, fait des études, mais n'ont pas de travail. Alors, avec MBCode, je me suis dit, voilà, on les rassemble, avec ou sans diplôme, on les rassemble, on leur donne un métier, et après, le digital recrute. Il y a des milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus parce qu'il n'y a pas du personnel, il n'y a pas des personnes formées. Et là, j'ai dit, mais voilà, c'est une niche, en sachant qu'à partir du Cameroun, ils peuvent travailler pour toutes les structures qui existent dans le monde. Ça, voilà, pour une fois, la situation géographique n'a aucun impact. Et je me dis, à l'heure actuelle, c'est vers là que les jeunes doivent s'orienter, parce qu'il y a à boire et à manger, il y a du travail. Et voilà, à mon niveau, j'ai décidé de mettre sur pied la structure, et je pense, pour répondre à votre question, que le digital, oui, peut tout à fait apporter une réponse. Peut-être pas la réponse, mais une réponse au sous-emploi. Parce que si on arrive à former un maximum de jeunes, c'est ce que je souhaite, on pourrait atteindre cette masse critique qu'atteint le Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays voisin au Cameroun. Les GAFA se sont installés au Nigeria parce qu'ils ont pu atteindre cette masse critique. Mais pour le moment, je peine à expliquer au pouvoir public camerounais que c'est vers là que nous devons nous orienter. Et je profite, parce que toujours il faut le dire, je profite de cette visibilité que m'offre Meet Africa pour continuer à porter cette... je ne vais pas dire ce combat, ce message que je n'arrête de porter partout où je pars. Voilà. Vous venez de parler du gouvernement camerounais. Et justement, je voulais savoir, vous dites que vous êtes basé en Belgique. Comment est-ce que s'opère la transition? Comment est-ce qu'en étant basé en Europe, on convainc peut-être les partenaires sur place de s'associer avec nous? Quels sont les défis que vous avez dû rencontrer? Alors, je suis installée en Belgique, mais la structure, elle est installée au Cameroun. Et je me rends au Cameroun au moins 3 fois par an. Je suis les activités. Je consacre une bonne partie de mon temps à ces activités-là. J'ai rencontré des officiels camerounais qui sont intéressés, qui portent le projet. Et d'ailleurs, nous avons commencé à collaborer avec des collectivités locales décentralisées. Ici en France, ça s'appelle les mairies. Nous avons installé déjà MBCode à Bamenda. Il faut savoir que Bamenda, c'est l'une des villes camerounaises. On en a 2 qui sont en difficulté sur le plan, comment ça s'appelle, la guerre. Il y a une guerre fratricide qui se mène au Cameroun. Et nous avons décidé d'aller nous installer là-bas parce qu'on voulait donner cette opportunité aux jeunes de Bamenda. Et là, nous avons 40 personnes qui sont formées actuellement au codage. Et voilà. Merci pour cette intervention. Vous avez mentionné la décentralisation. On y reviendra un peu plus tard avec M. Denis Lemaou qui opère avec Veolia au Niger. Je voulais souligner, d'ailleurs, bienvenue M. Karim Amor, bienvenue. En fait, à travers nos échanges jusqu'à présent, on remarque vraiment que les nouvelles technologies s'imposent un peu comme un levier de développement de plus en plus incontournable en Afrique. Et ça m'amène à vous, Christian Pinault, vous êtes le représentant du GITEX en France. C'est là, on l'a dit, un des plus grands salons de classe mondiale des technologies. Et pour la première fois cette année, ce salon va se tenir en Afrique, plus précisément à Marrakech au Maroc. Alors, simple coïncidence, ou est-ce que vraiment on peut dire qu'aujourd'hui, le continent africain représente un nouvel Eldorado pour les nouvelles technologies ? Alors, on a parlé, merci encore une fois de m'accueillir aujourd'hui. Oui, je suis effectivement le représentant de GITEX Africa, qui est une émanation du GITEX global dont je parlais tout à l'heure,
qui est donc, va se passer à Marrakech du 31 mai au 2 juin, donc c'est très bientôt, et qui va devenir le plus gros salon tech en Afrique. On avait besoin de ce salon, on avait besoin de se rassembler. Je sais que pendant le confinement, on en a parlé un peu tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'événements qui se faisaient en digital, mais en fait, on s'est aperçu que ça ne marchait pas, le digital. À un moment donné, il faut quand même se rencontrer, c'est ce qu'on fait aujourd'hui tous ensemble. Et ce qui était important, c'est d'avoir le plus gros salon tech pour réunir, alors vous êtes membre de la diaspora, mais aussi tous les gens de la tech africaine et de la tech mondiale, puisqu'on parlait des GAFAM aussi il y a quelques minutes, pour pouvoir effectivement coopérer et collaborer ensemble. Ce salon va quand même accueillir plus de 25 000 personnes. C'est 450 entreprises moyennes ou grandes entreprises qui sont réunies également, plus de 400 startups, 350 investisseurs, 125 délégations pays. Oui, les chiffres parlent pour eux-mêmes. Ça va devenir un énorme, effectivement, rassemblement. Et pourquoi ? Tout simplement parce que l'Afrique, aujourd'hui, on parlait d'Eldorado à l'instant. Moi, on a parlé d'Eldorado il y a 10 ans déjà en Afrique. On me disait, tu vas voir, ça va exploser tout de suite. Bon, ça n'a pas tout à fait été l'explosion qu'on attendait. Certains pays, évidemment, on a parlé du Nigeria, on va parler d'autres pays, l'Afrique du Sud, l'Égypte ou autres, qui ont réussi à se développer effectivement de façon assez notoire. Le Maroc aussi, par exemple, puisqu'on parlait du Maroc à l'instant, mais pas tous. On est d'accord, tout le monde n'est pas au même niveau. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut niveler vers le haut et accueillir un maximum de participants sur ce type de salon, que ce soit des entrepreneurs de base ou des start-upers qui peuvent effectivement faire valoir leur offre. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Alors, le digital en Afrique, puisqu'on disait à l'instant que c'était un vecteur de développement et de développement économique et également de créateurs d'emplois, ça représente aujourd'hui un marché de 180 milliards de dollars, ce qui est quand même pas inodin. Et rien qu'en infrastructure, de développement de l'infrastructure au niveau de la transformation digitale, c'est plus que de 80 milliards de dollars qui sont dépensés aujourd'hui en Afrique. Sachez que par exemple pour un pays comme le Sénégal, le développement du PIB va se faire de 10% supplémentaire dans l'année à venir, sur un an, rien qu'avec ce développement du digital. Et je parle uniquement du Sénégal. Donc c'est un exemple concret, mais il y a plein d'autres pays où ce développement est à peu près similaire. Donc c'est un marché énorme, effectivement créateur et générateur d'emplois, et pour lequel, effectivement, nous, on est les promoteurs au travers de ce nouveau salon qui est le GTEx Africa, et qui va permettre effectivement de faire de la promotion de la tech partout en Afrique. Sachez qu'on a une initiative, et je pense que ça va intéresser certains d'entre vous. En général, quand on vous appelle pour parler d'un salon, c'est pour vous demander si vous voulez être soit visiteur, soit exposant. Donc il y a des start-upers à côté de moi, et je les invite grandement, effectivement, à venir me voir après cet entretien. Cette année, on va faire une chose un peu différente. On va aussi promouvoir le salon en vous faisant venir, pour certains, gratuitement. Et on va lancer un challenge pas plus tard que la semaine prochaine, au travers duquel on va demander à une entreprise française, et même si c'est une entreprise évidemment avec au départ des créateurs de la diaspora, de lancer leur dossier pour venir gratuitement participer au GTEx Africa, tout frais payé. Vous avez le stand, vous avez le vol, vous avez l'hôtel. Voilà, donc vous pouvez nous applaudir parce que c'est pas une initiative qu'on trouve tous les jours. C'est sympa, merci. Et on espère que ça va faire du bruit et que un certain nombre d'entre vous dans la salle aujourd'hui prennent note pour venir nous rejoindre. Nous avons un stand dans le cadre de ce salon. Je m'appelle Christian Pinault, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et mon adresse mail, c'est contact@internationalboost.com pour ceux qui veulent participer à ce challenge. Voilà pour ça, et puis on parlera après effectivement des opportunités dans différents parties, enfin, dans la santé, on parlait de la blockchain, on parlait effectivement de tout ce qui est manufacturing, logistique, etc. On en parle un petit peu tout à l'heure. Merci à vous. Merci pour cette intervention. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui a été mentionné un peu plus tôt par Evelyne Bakop concernant la décentralisation, et je m'adresse à vous, Monsieur Denis Lemaou. On peut remarquer qu'aujourd'hui, des groupes comme Veolia ont intégré des partenariats avec les entrepreneurs africains dans leur stratégie. C'est le cas au Niger, on l'a dit, vous opérez avec Veolia, vous attaquez à la problématique de l'eau potable, et justement, ces partenariats avec les entrepreneurs vous permettent aussi de décentraliser un peu les services. Quels sont les projets qui sont susceptibles de piquer en quelques mots votre intérêt? Quels sont les secteurs dans lesquels Veolia serait heureux de s'investir avec les entrepreneurs en Afrique? Oui, comme vous le savez, on intervient nous sur une activité sont plutôt les services finalement aux populations.
et on intervient en tant que gestionnaire de réseaux. Donc l'activité au départ, c'est des réseaux comme autrefois il y avait par exemple des réseaux téléphoniques fixes. En matière d'eau et d'électricité ou d'assainissement, on part toujours de réseaux. Le problème avec ces réseaux, c'est que ça suppose qu'il y ait un environnement assez dense, donc ça convient assez bien dans les villes moyennes, les grandes villes, mais dès qu'on est dans des zones un peu plus avec une densité moins forte, il faut probablement se tourner vers d'autres types d'approches, y compris sur les marchés matures de pays développés, dans des pays assez moyennement denses, comme la France, en matière d'assainissement par exemple. Il y a des solutions d'assainissement décentralisées. Donc on ne pense pas à des gros réseaux avec des grosses stations d'épuration, mais on va faire des petites installations pour des petits villages. Et ça, c'est un peu le gap actuel, notamment pour l'atteinte des objectifs SDG de l'ONU à l'horizon 2030. Il y a des choses qui avancent assez fortement, notamment en matière d'eau potable sur les zones urbaines, avec l'aide des bailleurs internationaux. Le problème est un peu plus complexe en zone rurale, tant pour l'eau potable que pour l'assainissement, où le retard est encore plus important. Donc nous, on est assez vigilants à trouver des solutions portées par des entrepreneurs plutôt locaux, puisque c'est une approche très très décentralisée, et qui peut être, j'allais dire, boostée par l'initiative privée de gens qui connaissent le terrain. Il y a déjà des choses qu'on observe au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, par exemple, des entrepreneurs qui vont porter des sujets autour de la problématique d'apporter de l'eau potable. Alors, c'est une manière un peu, j'allais dire, à l'américaine, entre guillemets, en ciblant l'eau potable pour les besoins de la cuisine et de la famille, donc de la santé purement, tout ce qui est consommé pour nourrir les personnes, en purifiant de l'eau et en desservant les familles. Bon, ça a un certain coût, mais sur des volumes très limités, donc un certain nombre de populations classe moyenne peuvent probablement se payer ce service-là. Et c'est un plus par rapport à aller chercher de l'eau potable, qui est même d'ailleurs par définition pas disponible. Donc c'est des marchés dont on observe qu'ils commencent à émerger sous l'impulsion de ces entrepreneurs sur l'eau potable. En assainissement, excusez-moi, on a déjà eu des contacts avec un certain nombre d'entités au Ghana, mais aussi au Kenya, donc des entreprises qui se montent sur le créneau par exemple, latrines et des toilettes sèches, donc en proposant le service, encore une fois, à domicile, sur des zones d'habitat informel, bidonville, par exemple, où il n'y a aucune possibilité de développer des réseaux, les collectivités n'arrivent pas à le faire. L'idée, c'est de louer des toilettes bien structurées, avec un système de collecte et d'entretien qui est proposé aux gens, aux familles, qui l'installent chez elles. Donc il y a aussi un aspect sécurité. Les gens peuvent disposer de ce service chez eux. Ils ont besoin de sortir, d'aller chercher des latrines communes plus ou moins bien entretenues. Et ils payent par téléphone, par exemple au Kenya. Donc c'est la conjonction justement de la tech, du mobile payment, et avec un service à domicile. Et il y a un vrai service. Donc encore une fois, on est toujours souvent mis en avant le coût par rapport aux besoins des populations, mais ce qu'il faut toujours voir, c'est quel est l'optimum ou l'équilibre entre le coût et le service. S'il n'y a pas de service, personne n'est prêt à payer de toute façon, qu'on ait des revenus ou pas de revenus. À partir du moment où ça répond à une problématique, les gens peuvent faire l'effort parce que ça leur rend un réel service. Voilà, ça c'est deux exemples dans le cycle de l'eau. Et donc, pour sélectionner en fait les entrepreneurs avec qui vous travailleriez, quels seraient vos critères? Par exemple, s'il y avait un entrepreneur qui voulait s'investir dans les thématiques que vous venez de présenter, comment est-ce que vous les sélectionneriez? Vous me parliez tout à l'heure aussi de la nécessité de vous viser sur des projets à long terme, c'est-à-dire qu'on veut apporter une solution dans l'immédiat, mais il faut qu'elle soit viable sur le long terme. Oui, le long terme, on l'avait évoqué en préparant cette réunion. C'est notamment dans tout ce qui est recyclage des déchets. Mais d'une manière générale, au-delà de la technologie elle-même, parce qu'il y a plusieurs solutions possibles, des techniques, on les connaît, on a des centres de recherche, on a des gens qui travaillent là-dessus. La durabilité, elle va se faire si vraiment il y a le service. Donc la complexité, elle n'est pas toujours, c'est par définition pas évident, c'est d'avoir un maillage du territoire, quel que soit le pays, pour que ce service qu'on apporte aux populations, il s'inscrive dans la durée. Et donc c'est basique, mais ça ne tombe pas en panne. Donc il faut que l'entrepreneur, quelque part, l'installation par exemple peut être louée. Je donnais l'exemple de ces latrines sèches. C'est loué, donc les gens n'ont pas à investir, et c'est une garantie aussi que l'entrepreneur va s'occuper du bien, qu'il va continuer à fonctionner, à rendre le service. Donc on est vraiment dans une logique de service.
et pas d'un achat un jour d'une installation qui pourrait tomber en panne demain et qui ne rende plus le service aux personnes. Donc ça, c'est ce qui est clé, c'est d'arriver à apporter ce service sur des pays pas toujours faciles au niveau en termes d'infrastructures de transport, pour être clair. Donc il faut des gens qui connaissent bien le terrain et qui puissent s'appuyer sur des partenariats et des gens qui ont déjà, par exemple, des réseaux, donc peut-être des petites épiceries locales, j'en sais rien, où on voit aussi par la téléphonie a aussi beaucoup percé à travers des réseaux de revendeurs locaux. C'est ça qui va être le point le plus important. En service, il faut être à proximité. Le bon service, il est de proximité. Merci Denis Lemaou. On accueille Karim Amor. Karim Amor, vous êtes le président du groupe des Marocains entrepreneurs du monde. Bienvenue. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots et puis rebondir sur cette thématique. On est en train de faire le tour un peu des secteurs porteurs, des opportunités qui s'offrent aux entrepreneurs de la diaspora africaine sur le continent. Et vous pourrez nous partager, d'après votre expérience, on a parlé déjà de la food tech, de la digitalisation des services et de la formation. Est-ce que vous avez identifié d'autres secteurs qui pourraient être porteurs pour des entrepreneurs qui veulent se lancer? Oui, bonjour. Merci. Désolé d'être arrivé en retard. On devait recevoir Madame la Ministre dans notre stand et on était mobilisés pour cela. Donc, mes excuses à la fois à vous, Mesdames et Messieurs, et à l'auditoire, à l'audience. Oui, moi, quand je suis né en Suisse, j'ai vécu une partie de ma vie en Europe, étudié en France et aux États-Unis, travaillé beaucoup aux États-Unis. Et quand je suis arrivé au Maroc à l'âge de 30 ans, je me suis posé la question, en tant que membre de la diaspora, comment je pourrais faire ma place. J'avais un mindset d'entrepreneur parce que j'avais été culturé dans ce monde-là. Et je me suis dit, mais finalement, comment faire? Et c'est ça la vraie question. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais commencer par la fin, sur la réponse à votre question. La fin, c'est qu'il n'y a pas de secteur de prédilection. Tous les secteurs sont susceptibles d'être pris et accompagnés par les diasporas, d'où qu'elles se trouvent, qu'elles soient africaines, qu'elles soient sud-américaines, qu'elles soient israéliennes, d'où qu'elles se trouvent. Et vous ne trouverez pas, de ma connaissance aujourd'hui en tant que président des entrepreneurs marocains du monde au patronat marocain, de membres de la diaspora qui va vous dire « moi je viens parce que la tech ça marche ». Oui, vous en trouverez, mais vous en trouverez un autre qui va vous dire « moi, je veux monter une entité qui va faire de la menuiserie. Je veux monter un resto. Je veux monter un concept, par exemple, d'accompagnement des membres de la diaspora pour venir investir au Maroc et en profondeur africaine. » On en a. On a porté l'année dernière un projet avec 45 entrepreneurs belgo-marocains, avec Enabel, qui ont investi plus de 1 milliard 200 millions de dirhams, ça fait à peu près 100 millions d'euros au Maroc, dans tous les secteurs. Alors, on avait une dame, par exemple, qui a investi 30 millions d'euros dans une usine comment dirais-je, de sanitation, comment on dit en français, de produits pharmaceutiques, de sanitation. Des fois, quand je suis arrivé au Maroc, je ne parlais même pas l'arabe, pour vous dire. J'étais tellement entre les germaniques, les Américains et les Français, j'étais un peu perdu. Mais donc cette notion, on en a par exemple qui ont ouvert des sociétés pour fabriquer des bicyclettes électriques. On en a qui se sont installés comme consultants pour pouvoir accompagner la diaspora marocaine, mais pas seulement au Maroc. Entre-temps, on les a installés au Sénégal, on les a installés en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de véritablement s'épanouir autour de l'architecture du patronat, puisque nous-mêmes, nous avons en notre sein un réseau, parmi nous, notre patronat, par exemple, des banques qui sont bien implantées dans les pays d'Afrique en général, que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique de l'Est, et on utilise tous ces leviers. Donc, secteur adaptatif, région adaptative, c'est le membre de la diaspora qui vient avec son exclusive experience, c'est-à-dire son expérience métier, qui détermine le type de secteur qu'il va vouloir embrasser. Et nous, on est là pour les accompagner au sein du patronat, leur faire vivre l'expérience que nous avons vécue nous-mêmes. Moi, je suis rentré, j'étais un financier dans une banque américaine, rien de très sexy. Et je suis rentré, je me suis installé dans la tech. Et j'ai développé la tech dédiée aux banques, donc le big data dans les banques, les grandes compagnies d'assurance, les télécoms, la défense nationale. À l'époque, déjà, il y a un peu plus de 25 ans. C'est vous dire que tout est faisable, tout est possible. Et il suffit simplement d'adresser les secteurs les uns après les autres. Voilà.
J'ai une question pour rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que jusqu'à présent, les entrepreneurs présents et vous dites « je suis rentré ». J'imagine que pour quelqu'un qui a envie de commencer, par exemple moi, je suis en France, j'ai envie de lancer une activité au Nigeria. Quelle est la première étape? Est-ce que j'arrive tout simplement au Nigeria et je commence? J'imagine qu'il y a des institutions peut-être à contacter, il y a peut-être aussi des challenges, il y a les différences culturelles aussi. Comment est-ce qu'on aborde ça? Et je veux bien vous entendre, Katia aussi et Evelyne, sur ça, parce qu'on rentre d'accord, mais quelle est l'expérience arrivée sur le terrain? Alors, le Maroc a une expérience, on va en parler tout à l'heure dans le panel Maroc, mais une expérience très profonde sur la partie diaspora. Ça fait à peu près 50 ans que le gouvernement marocain a pris conscience de cela et on a effectivement une maturité sur ce sujet qu'on souhaite échanger d'ailleurs avec nos partenaires africains parce qu'il y a un vrai sujet. Quand vous voulez investir, vous-même, vous avez pris votre exemple, vous voulez investir dans votre pays, vous avez un dilemme. Vous êtes comme dans le quantum computing, vous êtes ni là ni là. Parce qu'en fait, vous êtes dans votre pays de résidence, vous avez envie d'aller dans votre pays d'origine, et vous vous posez la question suivante. Est-ce que je dois lâcher la proie pour l'ombre? Parce que je ne sais pas ce qui m'attend, je ne suis pas familier avec mon territoire d'origine, par contre, je sais très bien où je suis, là où je suis. Et donc, c'est dans ce quantum entanglement, c'est-à-dire dans ce ni un ni zéro, que vous devez trouver à l'atterrissage des partenaires. Alors, qui sont-ils? Vous avez les institutions gouvernementales, si elles se sont organisées. Vous avez les réseaux du patronat. Et les réseaux du patronat, ce sont les plus concrets en termes d'entreprise. Donc, je vais retrouver dans mon patronat local, ce qui est le cas au Maroc, non seulement ma région. Au Maroc, il y en a 12 régions administratives. Donc, je vais aller par cœur dans ma région si j'ai envie, mais ailleurs aussi. Et les fédérations, corporations de métiers que je veux embrasser pour mon pays. Et je vais retrouver là-bas les premières personnes à qui je vais m'adresser, ce sont ces membres de... Vous savez, nous, les diasporas, on travaille en grappe, entre nous. On est entre nous à l'université, on est entre nous dans nos pays de résidence, et on est entre nous quand on rentre. Parce qu'on a besoin d'un buffer avant d'arriver à s'implanter, à se tropicaliser dans nos pays. Et donc, ce qui se passe, c'est que je vais m'adresser d'abord aux gens qui ont la même sensibilité que moi. J'arrive de New York, je vais peut-être retrouver quelqu'un qui vient de Paris ou de Strasbourg ou de Bruxelles, mais ce sera un membre de la diaspora. Il aura vécu les mêmes sensibilités que moi, et avec lui, j'aurai déjà un module de traduction entre là d'où je viens ou là où j'ai été culturé et l'atterrissage dans mon pays. Voilà. Merci. Je veux bien vous entendre aussi, Evelyne et Katia, sur votre expérience concrètement de retour pour entreprendre. Alors, contrairement peut-être au Maroc, le Cameroun n'a pas tout à fait structuré encore les choses. C'est à chacun de se débrouiller comme il peut. Je pense que ce sont les institutions camerounaises qui pourraient répondre à cette question. J'ai pas envie de les noyer, donc voilà, je vais simplement dire que j'ai fait avec les moyens que j'avais. Je me suis rapprochée des personnes qui pouvaient m'aider, beaucoup plus dans mon entourage, et les institutions ont été informées après que j'ai tout mis en place. Parce que voilà, c'est pas tout à fait clair. Je pense que le gouvernement camerounais fait du mieux qu'il peut. Peut-être que c'est nous qui n'avons pas l'info, peut-être c'est nous qui ne la cherchons pas. Mais voilà, simplement, c'est compliqué de répondre à cette question. Moi, je rejoins Evelyne. Le Maroc, ça a l'air super cool comme pays. Mais nous, effectivement, moi, je viens du Congo et mon associé vient du Cameroun aussi. Donc, ça n'a pas été la même aventure. Donc, ce qu'on a fait, c'est simplement, on a commencé par nos pays d'origine, et en s'appuyant pareil sur des contacts à droite, à gauche. Nos parents connaissent toujours quelqu'un qui travaille là, etc. C'est vraiment ce qu'on a fait. C'est en allant vers les gens qui voulaient bien nous aider. Et on a commencé par partir pendant les vacances, aller au village, aller rencontrer des producteurs dans des villages de nos grands-parents, etc. La première fois que je suis retournée dans un village au Congo, c'est que je suis retournée dans le village de ma mère. Et c'est là, au-delà, qu'on m'a présenté à d'autres petits villages avoisinants, et c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et là, les institutions sont venues après, une fois que ça fonctionne. Maintenant, on est repérable, on nous reconnaît, et on a rejoint Meet Africa il y a quelques mois, ou le Pass Africa, pareil, fin de l'année dernière. Et maintenant, par contre, il y a pas mal d'accompagnement. Déjà, les gens qui sont dans cette salle, maintenant, vous connaissez Meet Africa, vous savez qu'ils sont là si vous avez besoin. Ils sont sur plusieurs pays en Afrique. Vous pouvez déjà commencer par vous appuyer sur des organismes comme ça. Il y a des incubateurs. Nous, on a incubé dans chaque pays où on est.
On a un incubateur au Congo, on a un incubateur au Cameroun, on en a partout. Et c'est dans ces incubateurs que là, maintenant, on rencontre des gens de la diaspora qui sont revenus et avec qui on peut parler. Donc vous avez des structures pour vous accompagner un peu partout. Mais au début, je ne vais pas vous mentir, on va commencer sauf si vous venez du Maroc, il va falloir commencer par vous débrouiller par vous-même en fait. Je vais vous poser une dernière question pour vous, Christian Pinault, et ensuite on fera un tour rapidement, un tour pour un dernier mot de votre part à tous. Vous avez tout à l'heure lancé un appel aux entrepreneurs qui étaient là, vous les avez invités pour prendre part au GITEX. C'est quoi la suite après pour les entrepreneurs du GITEX? Je viens de parler de la difficulté parfois de s'implanter dans le pays d'origine. Est-ce qu'il y a un accompagnement de cette sorte ou concrètement, quelles seraient les retombées pour les entrepreneurs qui participeraient au GITEX? Alors déjà, il faut parler des différents secteurs d'activité dans lesquels vous avez effectivement un pouvoir important, si vous venez de France ou d'ailleurs. Le secteur de l'énergie, qui est un secteur énorme dans la tech, même si effectivement ce n'est pas directement toujours relié. Le secteur, par exemple, du e-gouvernement, où il y a énormément de choses à faire pour faire effectivement le gouvernement numérique. Les secteurs de la santé, on ne pense pas beaucoup à ça. Tout à l'heure, j'ai vu une entreprise, je crois que ça m'a été présenté, qui fait quelque chose dans le domaine du cancer et qui a quelque chose de remote pour le domaine du cancer, ce qui est assez extraordinaire. Et des domaines auxquels on ne pense pas par défaut, mais sachez que, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, 90% en fait, du territoire est encore disponible dans le domaine de la tech et qu'il y a énormément de choses à faire dans l'agritech. Pareil dans le domaine de l'éducation, vous parliez d'éducation tout à l'heure, c'est un domaine extrêmement important dans lequel il y a des milliards de dollars qui vont être dépensés d'ici 2050. Un autre domaine, on parlait tout à l'heure effectivement de la logistique, et on parlait de tout ce qui concerne la blockchain, logistique, etc. En particulier, c'est aussi un autre domaine extrêmement important. Donc voilà, j'en ai cité quelques-uns, et pour finir, donc je citerai ceux qu'on connaît tous, évidemment, qui sont les plus importants en Afrique, qui sont les télécoms, puisque c'est aujourd'hui générateur du maximum de PIB dans les pays africains, et bien sûr le mobile payment, qui a démarré en Afrique et qui est devenu incontournable. Donc tous ces secteurs dans lesquels vous avez votre part à jouer, très importante, en participant à des événements comme le GITEX. Alors est-ce qu'on va vous aider à vous implanter en Afrique et ou au Maroc et ensuite en Afrique au travers du GITEX? Peut-être pas, mais ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir en tout cas rencontrer tous les acteurs majeurs. On parlait des GAFAM tout à l'heure, de toutes les ETI, les PME, vraiment de grosse importance qui viennent de partout en Afrique et qui vont vous permettre de prendre des contacts, puisqu'on parlait de la diaspora, mais aussi des contacts locaux et internationaux, puisque bon, vous savez, l'Afrique c'est quand même un gros continent avec beaucoup de pays. Et ça, c'est un premier démarrage. C'est ça le plus important. Quand on a démarré International Boost, en fait, on faisait du one-to-one avec des entreprises qui voulaient se développer aux États-Unis ou un peu en Chine ou n'importe quoi, et en fait on les prenait en one-to-one. Et en fait en faisant des gros salons internationaux comme ceux-là, on s'est aperçu qu'avec la masse de potentiels distributeurs, potentiels acheteurs, potentiels financiers, investisseurs, etc., qui étaient au même endroit, au même moment, c'était une opportunité extraordinaire. Donc voilà, je vous invite effectivement encore une fois à venir nous voir si ça vous intéresse. Il y a énormément de choses à faire pour vous dans tous ces pays. Et alors, nous, en tant qu'International Boost, ce que je peux vous dire, c'est que Denise, qui est là à côté, qui est en train de nous filmer, qui est notre directrice marketing et communication, fait un énorme travail de fond avant le salon, avant d'arriver sur le salon, pour vous préparer au salon, préparer des rendez-vous qualifiés. Parce qu'un salon, c'est pas simplement se pointer et dire « Ah, je suis là, je suis derrière un petit stand, j'ai une carte de visite, j'attends le chaland ». Non, c'est pas ça un salon. Un salon, c'est venir en préparation en amont, se dire « Qu'est-ce que je viens chercher exactement et quel est mon objectif précis ? Comment je vais définir ma feuille de route en termes de rendez-vous avant le salon ?» pendant le salon, et qu'est-ce que je vais faire après le salon pour favoriser effectivement un maximum de retour sur investissement. Et c'est ce qu'on fait effectivement au sein d'International Boost. Merci infiniment Christian Pinault. On va s'arrêter là. Je vais demander juste un mot de la fin à chacun d'entre vous. Quel conseil vous donneriez en 3 mots, 3 adjectifs, aux entrepreneurs qui veulent se lancer ou qui ont déjà commencé l'aventure entrepreneuriale en Afrique? On va commencer par les dames, Katia et Evelyne, et ensuite on fera le tour. Moi, ce que je peux dire, c'est une fois qu'on croit en ce qu'on veut faire, il faut foncer. C'est pas évident, c'est pas facile, mais je pense qu'on arrive malgré tout à obtenir ce qu'on souhaite. Et il faut le dire, l'Afrique représente un potentiel énorme, aussi bien dans le digital que dans divers domaines. Donc, si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas, voilà, franchissez le cap et accrochez-vous. Merci Evelyne. Katia, un mot? En fait, comme tu m'as demandé 3 mots, du coup je vais dire voyez très grand.
En fait, ne rentrez pas pour faire une boulangerie, rentrez pour faire une chaîne à la pôle. Vous allez commencer bien sûr par la boulangerie, ça va toujours commencer comme ça, mais la vision que vous devez avoir, ce que vous devez avoir dans la tête, c'est pas je rentre pour faire une boulangerie, c'est je rentre pour révolutionner le monde. Enfin, je veux donner du bon pain à mes compatriotes camerounais ou ce que vous voulez, mais ne venez pas avec une petite idée. Maintenant, vous avez, moi aujourd'hui, nous, notre concurrent, c'est Bolloré, clairement. Donc on va pas tourner, on est peut-être petit aujourd'hui, mais demain, je pense qu'on va arriver à un stade où on va se regarder dans les yeux, lui et nous, et on va parler clairement. Donc, rentrez avec ces idées-là. Vous n'allez pas forcément pouvoir l'exposer comme ça dès le début. On va vous prendre pour un clown. On nous prenait pour des clowns avant, mais maintenant, ça devient un peu plus sérieux. Mais quand vous allez trouver quelqu'un qui va vous mettre un frein, là, vous allez lui parler juste de la boulangerie, tranquillement. Mais dans la tête, gardez en tête que vous voulez faire quelque chose d'énorme. Il y a les structures qui sont là maintenant, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez la tech si besoin, et vous allez commencer petit, mais pensez toujours à finir grand, en fait. Le terrain de jeu est énorme, énorme. On a trop de chance d'être né à cette époque-là. Lancez-vous, voyez grand. Un mot, Christian Pinault? Alors ces 3 mots, allez-y maintenant. Donc en gros, voilà, n'attendez pas. En fait, c'est vrai qu'on reporte toujours à demain ce qu'on peut faire le jour même. Là, en Afrique, c'est maintenant que ça se passe. Il y a vraiment un frémissement extrêmement important. Je vous parlais des investisseurs tout à l'heure. C'est 100 milliards de dollars aujourd'hui de fonds d'investissement qui s'intéressent à l'Afrique. Ils cherchent des beaux projets. Et comme on vient de le dire, c'est pas juste ouvrir une boulangerie. Ils cherchent des beaux projets, et je pense que les membres de la diaspora, qui viennent de France ou d'ailleurs, sont tout à fait à même, avec leur éducation et leur expérience et leur expertise, à venir effectivement provoquer tout ce qui va bien et tout ce dont on a parlé dans les différents secteurs d'activité dont on a parlé. Il y a énormément de choses à faire, mais il faut se bouger, comme on vient de le dire. Donc allez-y maintenant. Merci, Christian Pinault. Denis Lemaou? Moi, je rebondirais sur le ne lâchez rien. Je pense qu'il faut, mais de toute façon, par définition, un entrepreneur, c'est son ADN de rien lâcher. Donc, il faut continuer. Le deuxième point, c'est probablement effectivement de rechercher des mentors, des gens avec qui on puisse challenger ses idées, aller régulièrement, mais de manière informelle, même en prenant un café, dans l'écosystème dans lequel on agit, pour avoir toujours cette vision critique. Peut-être un troisième point important, c'est de savoir, alors je reprends encore le terme anglo-saxon, mais pivoter. C'est-à-dire qu'au départ, on a une idée, mais elle n'est peut-être pas complètement alignée avec le vrai besoin. Et donc, il y a un moment où il faut aussi prendre le recul en disant, je vais peut-être un petit peu changer mon concept pour décoller. Ça, je crois que c'est extrêmement Très important, ça, d'être adaptable, flexible. Et un mot, Karim Amor? Oui, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez des structures dans vos pays, les patronats, non pas que je sois parce que c'est le patronat, mais les patronats sont les structures les plus objectives pour vous permettre de vous positionner dans vos pays. Parce que c'est des gens qui ont le skin in the game, ce sont des entrepreneurs comme vous qui sont là. Et au patronat, vous allez découvrir également que vous avez d'anciens membres, des membres de la diaspora qui ont réussi dans le pays. Et ensuite, vous aurez, à travers des structures qui sont faites pour porter ce que vous faites, il y a des incubateurs, il y a les patronats, il y a les institutions publiques quand elles sont dédiées à l'investissement, qui peuvent vous porter. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure en disant, voyez grand. Moi, dans notre région de la diaspora du patronat marocain, nous avons des entrepreneurs, nous avons un pilier qui s'appelle Sky's the Limit. Et ce pilier, il permet à un membre de la diaspora marocaine, qui se trouve par exemple à Singapour, de s'associer avec un autre membre de la diaspora marocaine qui se trouve à Londres, au service d'un projet à Ouagadougou ou dans n'importe quel pays africain ou ailleurs. Et donc, la réflexion qu'on a menée avant d'installer ce pilier, qui est un gros pilier, c'est de dire, nous les membres de la diaspora, mais le monde s'offre à nous. On n'a pas que nos pays. Donc, on doit considérer nos pays comme un pays d'arbitrage, et de dire, quand je vais investir dans mon pays, eh bien, j'ai mon pays et je dois avoir une vision beaucoup plus grande que mon pays pour aller ailleurs. Et je pense que c'est comme ça qu'on va faire bouger nos gouvernements en leur disant, nous, les diasporas, on est capable d'envoyer nos argent à nos familles, très bien, mais on arbitre nos décisions d'investissement, d'entrepreneuriat dans notre pays par rapport à d'autres.
Voilà. Merci, mais j'aime bien, je vais rebondir et conclure sur ce que vous avez dit, le sky is the limit, donc le ciel est la limite. Moi, j'aime bien dire que le ciel, c'est le point de départ. Donc, on va encore plus grand. En tout cas, merci à chacun d'entre vous. On espère que cette session vous aura beaucoup inspiré. Et merci à chacun d'entre vous aussi d'être intervenu et pour votre patience. Ça concerne ceux qui, effectivement, ont l'intention de développer un business en Afrique aujourd'hui, à partir de leur structure française, et qui veulent participer effectivement à l'événement. Donc voilà, il y aura un challenge qui va être lancé à partir de la semaine prochaine. Ah ben écoutez, vous pouvez effectivement participer au challenge, c'est tout à fait ouvert. Et good luck, hein, comme dirait l'autre. Voilà, welcome au club, simplement. Je pense que vous pourrez voir Monsieur Pinault à la fin de l'intervention. Vous pourrez poser toutes vos questions. En tout cas, merci pour votre patience. Merci à chacun d'entre vous. Merci à vous aussi pour vos interventions très inspirantes.